Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéoconférence. Je vais vous parler de franc-maçonnerie car je me suis aperçu que la franc-maçonnerie vous intéresse beaucoup. Je vais faire des conférences sur la franc-maçonnerie. Vous n'avez qu'à me dire ce que vous voulez que je vous conte et je vous conterai ce que vous aimez. Voilà. Là, je vais faire, c'est la franc-maçonnerie suite 3. Hein, aujourd'hui, c'est les liens entre l'ordre du Temple et la franc-maçonnerie. Donc, je vais partager, si vous me permettez, je vais partager cette conférence en 6 petits points. Les 6 points seront les suivants. Je vais parler d'abord des ordres religieux et militaires. Ensuite, nous parlerons des légendes qui circulent autour de la survivance du temple. En troisième lieu, nous parlerons de ce que dit l'histoire. Ensuite, ce que dit le RER, c'est-à-dire le rite écossais rectifié. Finalement, je vous donnerai la généalogie des rois d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Et en sixième position, je vous conterai la transformation de l'ordre de Saint-André du Chardon en SOT, c'est-à-dire en stricte observance templière, puis la SOT en RER, c'est-à-dire en rite écossais rectifié. Voilà, je commence. Je commence. Les rites, les ordres, non pas mendiants, mais les ordres religieux et soldatesques, militaires. Quels sont-ils? Il y en a quatre qui sont très importants à la fin du Xe siècle à la fin du XIe siècle et jusqu'au début du XIIIe siècle. Il y en a quatre qui sont très importants. Le premier, c'est l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Cet ordre est créé en 1098 par un chevalier, Gérard Thom. Cet ordre restera à Jérusalem jusqu'à la bataille de Hattin en 1187, bataille où Saladin prend la ville bat les croisés, bat les chrétiens et s'empare de la ville de Jérusalem. Ces hospitaliers seront obligés de quitter Jérusalem pour s'installer à Saint-Jean d'Acre. Ils y resteront à Saint-Jean d'Acre jusqu'en 1291, année où les Mamelouks prendront la ville. Puis ils se déplaceront de 1310 à 1523. Ils se déplaceront sur l'île de Rhodes. Mais en 1523, l'île de Rhodes est envahie par les Turcs. Donc ils sont obligés à nouveau de fuir l'île, de quitter l'île, et ils se réfugient sous la protection de Charles Quint. Ils se réfugient à l'île de Malte. Donc ils resteront là-bas sur l'île de Malte, non plus en tant que l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, mais en tant que l'ordre des Hospitaliers de l'île de Malte, jusqu'en 1798, année où Bonaparte les exclura de l'île. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, le deuxième ordre est l'ordre du Temple. Alors, l'ordre du Temple est créé en 1119 par Hugues de Payens. Il sera destitué en 1307 par le roi français Philippe IV le Bel. Nous en parlerons plus tard. Le troisième ordre est l'ordre des Chevaliers Teutoniques. Il est créé en Terre Sainte, en Palestine, en 190 par Heinrich de Walpott. Cet ordre ne restera pas longtemps en Terre Sainte, puisqu'en 1221, c'est-à-dire 30 ans après, il quittera la Terre Sainte pour la Transylvanie afin de christianiser les pays baltes. Voilà. On en vient maintenant au quatrième ordre, qui est l'ordre des chevaliers porte-glaives. Alors, l'ordre des chevaliers porte-glaives est créé par un évêque de Livonie, un certain Albert de Buxheveden, Buxheveden, B-U-X
H-O-E-V-E-D-E-N, Eveden, dans une petite ville qui s'appelle la ville de euh, Dunamunde, au nord-ouest de Riga, c'est-à-dire en Lettonie actuelle. Cet ordre connaîtra une sévère défaite en 1237 contre les Lituaniens et sera obligé de s'unir aux chevaliers teutoniques. Donc, à partir de 1237, les chevaliers porte-glaives sont unis aux chevaliers teutoniques. Voilà. Voilà en ce qui concerne les quatre ordres dont je voulais vous parler. Maintenant, l'ordre du Temple, le fameux ordre du Temple créé par Hugues de Payens en 119. En 1307, il est destitué par le roi de France, Philippe IV le Bel, et le 18 mars 1314, le pauvre Jacques de Molay est supplicié sur l'île de la Cité et brûlé vif. Voilà. Donc, mais après la mort de Jacques de Molay, il y a tout un tas de légendes qui vont circuler en Europe quant à la survivance du temple. Je vais vous en citer quatre. Parmi, bon, il y en a à peu près une vingtaine. À peu près une vingtaine. Mais je vais vous en citer quatre qui me paraissent les plus importantes. Donc la première, c'est l'affiliation de Guichard de Beaujeu. Alors, Guichard de Beaujeu, une lettre manuscrite hermétique, c'est-à-dire très mystérieuse, ça reste des légendes, attention, ne prenez pas ça pour de l'histoire. Ce ne sont pas des faits réels et avérés, mais ce sont des légendes. Donc, le Guichard de Beaujeu, quelques jours avant la mort de Jacques de Molay, lui rend visite dans sa prison. Et Guichard de Beaujeu n'est pas un initié, donc il est initié sur place en prison, il est initié par Jacques de Molay, qui lui demande deux choses. D'une part, de permettre la survivance du temple, et d'autre part, de découvrir un écrin de cristal. Donc, nous voilà donc Guichard quelques jours après la mort de Jacques de Molay, Guichard de Beaujeu avec 9 autres templiers qui sont rescapés de la rafle en 1307 se rencontrent. On ne sait pas si sur l'île de la Cité ou ailleurs à Paris, se rencontrent à Paris et jurent de permettre au temple, à l'ordre du temple, de survivre. Voilà, quelques temps plus tard, on parle de quelques semaines, les historiens sérieux parlent de quelques semaines, mais enfin bon, ça reste toujours une légende, hein, donc on ne peut pas trop savoir quand, mais quelques temps plus tard, Guichard de Beaujeu trouve cette fameux écrin, un grand écrin, dans lequel sont dissimulés le doigt de Saint Jean-Baptiste. Bon, ça reste une légende, hein, le doigt de Saint Jean-Baptiste, quelques manuscrits secrets, la couronne de la royauté d'Angleterre, le chandelier à sept branches, le chandelier du premier temple de Jérusalem qu'a fait construire Salomon au Xe siècle avant notre ère, et un médaillon en or avec quatre effigies des quatre évangélistes. Voilà. Voilà en ce qui concerne la première légende, c'est la filiation de Guichard de Beaujeu. La deuxième légende est la filiation de Haumont. Alors, Haumont est désigné par l'histoire, dit-on, comme successeur de Jacques de Molay. On dit qu'au soir du 18 mars 1314, avec 7 autres chevaliers, toujours escapés de la rafle, il déterre les cendres de Jacques de Molay et s'écrie Mac Bena, M-A-C, deuxième mot Bena, B-E-N-A-H, qui veut dire nous jurons
en mots très hermétiques et très ésotériques, nous jurons de faire survivre le temple. Puis il s'éloigne, ce fameux Haumont s'éloigne vers l'Écosse, sur l'île de Mull, et il est désigné comme grand maître de l'ordre du Temple. Ceci se passe en euh, le 24 juin 1315. Maintenant, ce noyau de Templiers est à l'origine de la constitution de la loge maçonnique, d'une loge maçonnique Hérodome, appelée la Sainte Maison. Alors la troisième légende, c'est la filiation de l'Arménius. Elle semble la plus probable, parce qu'elle a été véhiculée par l'abbé Grégoire, qui était quand même un scientifique, un homme assez austère et grand scientifique de talent, par Sédir, un ami de Papus, et par Guo. Donc Haumont est désigné, l'Arménius, pardon, est désigné et le grand commandeur à Jérusalem. Alors il a été désigné comme étant le successeur de Jacques de Molay. Il va rester successeur de Jacques de Molay, et la, cette loge va s'éteindre, non pas s'éteindre, mais rentrer dans l'oubli, dans le silence, dans la désuétude, et on en reparlera quelques siècles plus tard, en 1803, lorsque Fabré Pellaprat, 1773-1838, Fabré Pellaprat créera un nouveau ordre du Temple. Voilà. Donc la quatrième et dernière légende, c'est la légende de la fameuse filiation de Geoffroy de Gaudeville. Alors Geoffroy de Gaudeville est désigné par Jacques de Molay comme étant le grand maître qui va lui succéder. Donc vous voyez qu'il en a désigné pas mal. Et donc comme son successeur, il crée un chapitre en Dalmatie, mais va s'éloigner vers l'Asie et en perdra sa trace. Voilà. Donc j'en ai terminé avec les 4 légendes dont je voulais vous parler. Vous devez les connaître afin d'être quand même plausible en ce qui concerne l'ordre du Temple. Il faut les connaître, même si elles sont légendaires. Voilà, le petit paragraphe que je veux ouvrir, c'est maintenant, qu'est-ce que dit l'histoire? Alors l'histoire qui est sérieuse, oui, qui se base sur des faits réels, et non pas sur des on-dit. L'histoire dit que après la mort de l'assassinat de Jacques de Molay, le 18 mars 1314, beaucoup de Templiers veulent quitter l'Occident car ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs en Occident. Donc ils profitent des croisades pour rejoindre la Palestine. Pour rejoindre la Palestine où ils vont créer des temples chrétiens. Donc beaucoup se font maçons, et là on voit le signe de l'attouchement qui naît, le signe de l'attouchement qui est franc-maçon. Hein. C'est un signe typique franc-maçon, l'accolade avec les 3 doigts de la main, etc., que les maçons connaissent très très bien. Voilà, ils, ils vont fonder une loge maçonnique là-bas en Terre Sainte. Maintenant, d'autres, dit l'histoire, d'autres rejoignent l'Écosse. Ce retour en Écosse est facilité par la victoire du roi Robert Ier, ou Bruce Ier, on l'appelle Bruce Ier, Stuart, roi d'Écosse entre 1306 et 1329, qui, son armée va vaincre l'armée du roi d'Angleterre, l'armée anglaise d'Édouard II, en juin 1314 à Bannockburn.
Au soir de cette grande bataille, le, le fameux Robert Ier Stuart crée la loge de Saint-André du Chardon. Alors voilà, la Saint-André du Chardon dont je vous ai parlé dans une précédente conférence. Saint-André du Chardon. Et il y ajoute, il y joint les chevaliers français qui ont participé à cette grande victoire. Donc la voilà qui est créée. Maintenant, que dit le RER? Le RER dit que 3 chevaliers, 3 templiers rejoignent des cavernes en Écosse, près d'Hérodome, et se joignent ainsi rejoignent ainsi les chevaliers de Saint-André du Chardon. En 1314, ils fondent l'ordre maçonnique, un ordre maçonnique, ordre préparatoire de l'ordre équestre de chevalerie. Le RER explique ainsi la complémentarité entre l'ordre du Temple ou l'ordre de chevalerie et l'ordre maçonnique. Le RER est de nos jours le rite originel de la Grande Loge, initiale de France, de la Grande Loge nationale de France. Voilà. Maintenant, en Palestine, devenu un ordre maçonnique, il se lie donc avec les chevaliers des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et les rois qui rentrent de croisade en Europe vont créer des loges, beaucoup en Angleterre, mais surtout en Écosse. Voilà, maintenant parlons un petit peu de la généalogie des rois d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Alors, commençons par le premier, Jacques IV d'Écosse, qui est roi entre 1488 et 1513. Il a un fils, Jacques, qui deviendra le roi d'Écosse, Jacques V, 1512, un an avant la mort de son papa, jusqu'en 1542. Il se marie avec une certaine Marie de Guise, qui est la fille du duc de Guise, le grand catholique duc de Guise, qui a un petit peu libéré la dernière place anglaise de France, la place de Calais. Donc, il aura, avec cette fameuse Marie de Guise, Jacques V d'Écosse, aura une fille célèbre, la très célèbre, la très, très belle et très intelligente Marie Stuart, qui sera reine d'Écosse entre 1512 et 1542. Alors, elle se marie avec un certain, cette fameuse Marie Stuart, se marie avec un certain Lord Darnley. Et ils auront un fils qui sera Jacques VI d'Écosse, né en 1566, mort en 1625, qui en 1603, après la mort d'Élisabeth Tudor, c'est une reine anglaise excessivement intéressante, qui meurt, disons, qui n'a jamais eu véritablement de vie amoureuse. On pense même qu'elle est morte vierge. Donc elle n'a pas de descendance. Et c'est le fameux Jacques VI d'Écosse, le fameux Jacques Ier d'Angleterre, qui devient roi d'Angleterre entre 1603 et 1625. Ensuite, son fils, en 1625, son fils Charles Ier, le fameux Charles Ier, roi d'Angleterre entre 1625 et 1649. Je dis parce qu'il a eu la tête coupée par les sbires de Cromwell. C'est pas très risible, mais bon, il y a eu ensuite la Révolution anglaise, dont je vous parlerai peut-être un de ces jours dans une conférence prochaine. J'aimerais bien parler de cette fameuse révolution de Cromwell. Et c'est ensuite, donc il est jusqu'en de 1625 à 1649. 1649, il a la tête coupée. Donc la révolution jusqu'en 1667. 1667, c'est Charles II. Charles II qui devient roi d'Angleterre entre 1667 et 1685.
En 1685, c'est son fils, oui, c'est son fils, Jacques VII d'Écosse, ou Jacques II d'Angleterre. Il est roi d'Angleterre 3 ans et quelques mois, entre 1685 et 1687. Il a un fils, Jacques François Stuart, qui lui-même a un autre fils très important, vous verrez tout à l'heure, le prince Charles-Édouard Stuart, qui est né en 1720, il est mort en 1788. Alors maintenant, passons à au dernier épisode de cette conférence. La transformation de la loge de Saint-André du Chardon en loge SOT, c'est-à-dire stricte observance templière, laquelle deviendra la RER, le RER, c'est-à-dire le rite écossais rectifié. Alors commençons par le début. Donc je me répète constamment, mais bon, la répétition est quand même la mère de toutes les sciences, hein. Il faut se répéter constamment pour un petit peu essayer de mémoriser ce que je vous dis. Donc, en 1314, à Bannockburn, le roi Robert Ier Stuart, après avoir vaincu l'armée anglaise d'Édouard II, crée la fameuse loge de Saint-André du Chardon. Alors, c'est une loge très importante qui a des hauts grades, etc., mais on verra tout à l'heure ce qu'elle devient. Donc, elle reste loge de Saint-André du Chardon. Elle est créée par le roi, avec 32 chevaliers, semble-t-il, oui, 32 chevaliers français qui ont participé à cette immense victoire. Et elle tombe en désuétude jusqu'en 1503, donc pratiquement à peu près 2 siècles. En 1503, elle est réveillée par Jacques IV d'Écosse, qui la réveille et qui en parle et qui jette des, comment dirais-je, l'utilise. Tombée à nouveau en déséitude, elle est dans l'oubli, hein. Elle est réveillée une deuxième fois par Jacques VI d'Écosse, ou le fameux Jacques Ier d'Angleterre, le fils de Lord Darnley et de Marie Stuart. Je vous parlerai aussi de Marie Stuart, de la vie de Marie Stuart, qui est très intéressante dans l'histoire anglaise, très très intéressante, et l'histoire écossaise, et l'histoire de France, puisqu'elle a été également la reine de France en étant mariée avec François Ier, le fils de Henri II et de Catherine de Médicis. Donc voilà. Donc, elle est réveillée donc une deuxième fois par le fameux Jacques VI d'Écosse ou Jacques Ier d'Angleterre, voilà, qui crée la Rose-Croix royale, avec les 32 chevaliers, et lui-même, c'est le 33e, c'est le grand maître de l'ordre. À nouveau tombé dans le silence. Décidément, elle tombe beaucoup dans le silence, hein. Cette loge est réveillée une troisième fois par Jacques II en 1685, par Jacques II d'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il reçoit les très hauts grades de cette loge de Saint-André du Chardon. Alors, je vous en parlerai peut-être un jour, parce que c'est assez long à vous raconter cette histoire, hein. Donc, en 1685. Il faut attendre 58 ans plus tard pour que son petit-fils, le prince Charles-Édouard Stuart, livre ses hauts grades, les très hauts grades de la loge de Saint-André du Chardon à un baron allemand qui s'appelle le baron Karl Gotthelf von Hund und Altengrotken. Il est né en 1722 et 1766. Donc il s'empresse de créer la SO, non pas SOT encore, mais la SO, la stricte observance. Alors cette stricte observance, elle a été influencée par les chevaliers teutoniques et par les chevaliers porte-glaives. On dénote 7 grades, apprenti, compagnon, maître écossais, novice, templier et grand professe. De grand professe, il y a plusieurs services. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, hein. Bon, ça serait un petit peu trop long. La conférence serait un petit peu trop longue. Voilà,
Donc, maintenant, le baron Karl von Hunt, qui a dilapidé toute sa fortune pour la franc-maçonnerie. C'est vraiment un bienfaiteur de la franc-maçonnerie. C'est un homme extraordinairement puissant au départ et très pauvre. D'ailleurs, il est mort à l'âge de 44 ans, en 1766, ruiné et affaibli par la maladie et beaucoup d'autres vilainies qui lui sont tombées dessus. Voilà, donc en 1772, au couvent de Kohlo, Kohlo, en Basse-Lusace, en Allemagne. Ce fameux baron Karl von Hunt und Anton Grotken se lie au cléricat des Templiers de Stark. Et la SO devient la SOT, la stricte observance templière. Bien que le couvent, la conclusion du couvent est la suivante. Premièrement, changer la SOT en RER, en rite écossais rectifié. De deux, changer le titre de chevalier bienfaisant, de chevalier templier en chevalier bienfaisant de la Cité Sainte. Troisièmement, faire du duc de Brunswick, Ferdinand de Brunswick, le Magnus supérieur, c'est-à-dire dévaloriser ou relativiser les supérieurs inconnus. Bien que Jean-Baptiste Villermoz sera toujours un homme qui dira que la seule et vraie franc-maçonnerie est la franc-maçonnerie de l'ordre du Temple, autrement dit la SOT. Alors, il faut attendre quelques années plus tard, 6 ans plus tard, en 1778, au couvent de Lyon. Jean-Baptiste Villermoz crée l'ordre des chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte. Et attendons le troisième et dernier couvent, bien qu'il y en ait eu 4 avec le couvent de Brunswick, mais c'est autre chose. Le couvent de Wilhelmsbad en 1782, le fameux Jean-Baptiste Villermoz, le fameux duc de Brunswick, le Magnus supérieur, et le prince Karl von Hesse und Kassel, transforment définitivement la SOT en rite écossais rectifié. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de ma conférence. J'espère que elle vous a plu. C'est un petit peu compliqué, mais en revenant un petit peu sur la conférence, en réécoutant un petit peu ce que je dis, je pense que vous arriverez à vous faire une idée de cette transformation de la loge de Saint-André du Chardon qui est très importante. Donc je vous l'ai signalé dans la première conférence, je la signalais, et qui se transforme en SOT et laquelle se transforme en RER. Voilà, je vous remercie, et puis si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et puis à mettre un petit pouce. Voilà, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt.